invitation. Hello, everyone, and welcome to the penultimate session of PFC's 2020 virtual gathering. My name is Tim Ellis. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière conversation. Je suis Tim, j'utilise le pronom il et je vous parle des territoires ancestraux de la nation autochtone du Mississauga. Je vous invite à vous présenter et à nommer les territoires ancestrales autochtones sur lesquels vous vous tenez. Nous aimerions commencer par reconnaître les territoires autochtones de nombreuses nations qui vivent ici depuis des dizaines de millions d'années et qui continuent d'habiter ici. En tant que descendants des immigrants et des colons de ce territoire, nous honorons la présence de ces personnes autochtones sur le territoire et espérons voir advenir un meilleur avenir ensemble. Au cours des derniers jours, nous avons eu des conversations intéressantes autour d'une approche intersectionnelle de la philanthropie en lien avec le contexte de la pandémie et des enjeux sociaux de lutte pour la justice sociale et la justice climatique. Ce qui m'a vraiment frappé comme thème marquant de la conversation, c'est le besoin de faire des relations concrètes pour briser les frontières, pour nous engager avec les communautés diversifiées, particulièrement les communautés autochtones et diversifiées, vers des buts communs et un changement systémique réel. Donc, je suis maintenant honorée de vous présenter nos panélistes pour ce colloque sur comment construire des communautés résilientes durant une crise et quels sont les obstacles dans l'octroi de dons participatifs et la philanthropie. Je suis heureux de vous présenter Artie Freeman, qui a plus de 15 ans d'années d'expérience en octroi de dons. Elle est aujourd'hui gestionnaire à investissement en partenariat à la Fondation Trillium de l'Ontario, l'une des plus grandes fondations subventionnaires au Canada. Je vais maintenant lui céder le micro, donc merci tout le monde. Bonjour Tim, bonjour tout le monde et bienvenue. Comme Tim le disait, je suis Artie Freeman de la Trillium Foundation of Toronto. Je vais faciliter la conversation aujourd'hui et je suis en présence de Kathy Rich ici, qui est directrice d'un programme Sorry, c'est allé trop vite. Pour discuter les occasions et les défis de l'octroi de dons participatifs. Nous nous trouvons dans une crise sanitaire mondiale qui a révélé les écarts et les inégalités sociales, technologiques, politiques, entre autres. Il y a des groupes qui vivent dans la pauvreté, les communautés noires, autochtones, les communautés des femmes en subissent les pires conséquences. Donc, en tant que secteur philanthropique, comment pouvons-nous prendre ce moment pour transformer nos méthodes? Comment est-ce que nous pouvons construire la confiance et des méthodes participatives qui peuvent nous amener à mieux réfléchir à notre rôle en tant que gestionnaire d'octroi de dons? Donc, je vais vous expliquer le format pour la prochaine heure. Nous allons prendre les 15 prochaines minutes pour discuter du contexte plus large et parler de notre compréhension d'une philanthropie axée sur la confiance. Et nous aurons quelques questions facilitées par notre animatrice pendant une vingtaine de minutes qui suivra par une période
de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions dans la boîte de clavardage. On va passer à travers le plus de questions possible et si on en manque quelques-unes, nous espérons avoir l'occasion de leur répondre pendant le récapitulatif qu'on vous enverra à la fin des séances. Donc, Jean-Marc et Jean-Marc, nous avons l'immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous partager vos impressions sur ce sujet. Donc, je me demandais si vous pourriez prendre quelques instants pour nous parler de vous et nous aider à comprendre c'est quoi l'approche de confiance en octroi de dons philanthropiques, quels sont les défis et les occasions et pourquoi devrions-nous le faire maintenant plus que jamais. Donc, Cathy, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je suis si heureuse d'être de retour avec PSC Canada après quelques années d'absence. Je vais commencer avec la question du pourquoi maintenant. Nous sortons d'une année excessivement intense et traumatisante. Je ne crois pas devoir faire l'inventaire des raisons pourquoi je dis ça, mais nous vivons des crises environnementales, politiques et sociales, autant qu'économiques. Et il n'y a aucun doute que nos partenaires et nos bailleurs de fonds sont cruciaux à la sortie de cette crise, mais il est évident qu'ils ressentent, elles aussi, la pression. Il y a un bon pourcentage de charités et d'OBNL qui ont fermé leurs portes depuis le début de la pandémie et ce nombre ne cesse d'augmenter. Donc, comment pouvons-nous répondre en tant que secteur philanthropique? Quel est notre rôle dans ces temps d'incertitude? Comment pousser pour le changement social, soutenir les services aux individus, tout en soutenant le développement scientifique et le partage des savoirs, tout en soutenant également le secteur culturel quand le monde au complet est en feu autour de nous? Par où commencer? Alors, l'approche axée sur la confiance dans le financement participatif, c'est de retourner aux racines qui nous permettent de soutenir les leaders, les organisations qui font le travail nécessaire et difficile, qui permet l'innovation et le développement pour l'avenir. Donc, ça peut inclure des principes comme faire des prêts à long terme et flexibles de manière à laisser l'occasion aux organismes de s'adapter aux changements fluctuants, adapter au coût des opérations plutôt que d'avoir une approche purement sur la rentabilité et s'assurer aussi que nos investissements renforcent les communautés locales sur le long terme en bâtissant des relations avec les organismes et les membres de la communauté. Ça nous permet d'aider au partage de l'apprentissage et des connaissances. Donc, à la Fondation Ford, nous tentons d'incorporer ces considérations à nos programmes. La Fondation Ford est immense. Nous avons 14 milliards de fonds en programmes de subventions à chaque année. Et au cours de la pandémie, nous avons parfois doublé ces cachets pour les 2 prochaines années dû à une entente d'investissement social que nous avons faite dans l'érection de notre fonds. Donc, ce sont des pratiques que les fondations de n'importe quelle taille partout au monde peut entreprendre. Nous avons fait des subventions échelonnées sur 5 ans qui ont des modalités très flexibles, qui sont orientées vers la réduction des inégalités sociales. Et en plus de cette évaluation indépendante qui sera menée par rapport à ce programme, nous nous assurons d'aller obtenir des vrais résultats en nous assurant que les participataires au fonds puissent renforcer leurs institutions en ayant l'encadrement nécessaire, tout en pouvant s'engager dans des relations sincères et profondes avec les parties impliquées. En plus de ce soutien, les organisations sont plus en mesure de planifier leur plan stratégique et peuvent plus facilement innover et réagir aux occasions comme aux menaces. Ils sont plus stables financièrement et donc mieux couronnés de succès lorsqu'ils démarchent pour plus de financement de tierces parties. Plus d'un tiers des organismes que nous soutenons ont pu obtenir plus de financement suite à notre participation. Il est trop tôt pour faire l'évaluation de l'impact réel de ces subventions en matière de réduction des inégalités dans le
monde, mais nos évaluateurs externes nous disent que nos efforts ont déjà contribué à de nombreux changements, incluant la réduction des personnes incarcérées, une augmentation du salaire minimum, une reconnaissance formelle des droits des personnes autochtones et l'augmentation de la conscientisation populaire par rapport au comportement des élites gouvernantes. Donc, nous sommes très convaincus par l'approche de cette approche que nous arrivons à intégrer cette nouvelle pratique à tout notre octroi de subventions à partir de maintenant en mettant la priorité sur le partage de confiance, de connaissances et de vision à la Fondation Ford. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Jean-Marc. Merci. D'abord, merci PFC pour m'avoir donné l'occasion d'être ici aujourd'hui et bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes collègues aujourd'hui dans la pièce, dans ce nouvel type de pièce. Je vais aussi commencer avec la question du pourquoi maintenant, mais j'aimerais la renverser un peu pour demander est-ce que c'est possible de ne pas le faire? Maintenant, que ce soit maintenant, avant ou après, peut-être pour ceux et celles qui seront moins familières avec ma fondation, nous nous sommes concentrés au Québec et notre mission première est d'aider les collectivités à soutenir leurs organisations sur le long terme. Donc, ces organisations qui travaillent à développer leur capacité à agir de manière durable pour adresser les enjeux critiques qui peuvent être utiles pour la justice sociale, l'inclusivité de tous et toutes, les enfants spécialement et les classes moins privilégiées. Il y a 3 leviers pour faire cela, l'investissement, l'influence et les subventions. La signification que je donne à l'établissement de relations de confiance en tant que philanthrope, ça concerne aussi notre processus et notre approche qui est une compréhension constante et subtile de notre pratique, ou dit autrement, c'est un processus de découverte infinie et de notions interliées autour de la légitimité, le rôle de la philanthropie dans la société, et de commencer avec une idée claire et une position organisationnelle sur ces enjeux. C'est plus un processus que quelque chose qu'on peut devenir ou consolider. Au niveau de la Fondation, nous avons commencé au début de l'année. On pourrait dire que nous avons fait plusieurs cycles d'apprentissage, mais soyons clairs, dans de nombreuses façons, nous avons sûrement commencé avec une approche qui était plutôt méfiante de la philanthropie. Nous avions une posture de critique sociale et ce qui est important à retenir, c'est le fait que nous avons trouvé des façons d'avoir une influence constructive sur nos transactions et sur notre approche de ces critiques. Et notre apprentissage principal de tout ça, c'est que d'abord, notre posture en tant que fondation, notre attitude autour du fait, à propos du fait que nous sommes interdépendants. Et en fait, les fondations philanthropiques sont excessivement indépendantes les unes des autres. Nous ne pouvons pas exister ou faire quoi que ce soit sans les uns les autres. Et ce n'est pas donc une question individuelle où nous sommes au centre de ça individuellement. Nous sommes là pour soutenir ou en tout cas pour servir de partenaire, comme le disait Cathy plus tôt. C'est de soutenir les organisations sans but lucratif de la société civile qui appartiennent aux gens qui tentent de changer le monde. Et dans cette perspective, nous tentons d'avoir une reconnaissance profonde et authentique de l'expertise de ceux et celles qui sont partie prenante dans nos écosystèmes. Et les éléments cruciaux autour de ces enjeux, c'est que nous nous concentrons
trop souvent sur ceux à qui nous donnons des fonds, mais négligeons souvent le processus de construction de confiance et le rôle de la légitimité que la philanthropie peut jouer, ce qui concerne aussi, ou sinon davantage, le type de confiance que nous pouvons développer avec ceux que nous ne finançons pas, en fait, de manière à ce que nous puissions faire partie du tissu social qui peut, ensemble, en collaboration, amener un changement positif. Et Cathy, tu as mentionné quelques résultats qu'on peut observer autour de la résilience et le développement des capacités organisationnelles dans les groupes que nous soutenons. Et je crois que ce sont des résultats très importants. Et aussi cette capacité à obtenir des conversations profondes et sérieuses autour des apprentissages centraux, autour de ce qui se passe dans la société civile. Et ça, je crois que c'est une des choses les plus importantes qui puisse nous permettre et permettre aux autres de faire de meilleures décisions alliées avec les réels besoins et les réelles occasions de changement, et de faire partie de cette transformation sociale et de ces mouvements. Je vais maintenant céder mon temps de parole pour l'instant. Je crois qu'il devrait y avoir plusieurs questions. Merci Jean-Marc et Cathy. C'est intéressant Jean-Marc parce que vous parlez de ce caractère de processus plutôt que ce caractère inhérent qui se construit dans votre identité en tant que fondation. Et Cathy, vous parliez de ce besoin de retourner aux sources et de vraiment créer de l'espace pour que ceux et celles qui font ce travail puissent vraiment innover. Et je me demandais si vous aimeriez nous en parler davantage et parlez-nous de comment vous travaillez dans une approche philanthropique basée sur la confiance et comment développez-vous vos programmes. Peut-être pourriez-vous nous dire quelques détails plus spécifiques à propos de vos pratiques. Marc, vous parliez de votre désir de vouloir faire partie du tissu social. Donc, les choses, même si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà, si c'est juste des idées ou des notions de comment vous pourriez, en tant que secteur philanthropie, travailler avec confiance avec la société civile, nous aimerions beaucoup vous entendre là-dessus. Oui, bien sûr, c'est tellement une bonne question et comme le disait Jean-Marc, c'est vraiment un processus. Je crois qu'il y a des choses que notre fondation sur lesquelles on s'est amélioré. Il y a d'autres choses que nous devons toujours changer. Et Jean-Marc, j'aime beaucoup votre concept d'approche philanthropique basé sur un manque de confiance parce que je crois que beaucoup d'entre nous avons été entraînés à approcher la philanthropie de cette façon en centrant la redevabilité et les rapports et les échéanciers plutôt stricts. Et c'est difficile de lâcher prise sur ce contrôle. Mais je crois que ce qui a été positif au cours des dernières années dans la Fondation Ford, c'est que nous nous sommes habitués à délester un peu de notre contrôle. En fait, la réalité, c'est que nous n'avons jamais eu ce contrôle. Comme disait Jean-Marc, la philanthropie est profondément interdépendante sur nos partenaires sans but lucratif. Nous ne pouvons pas obtenir aucun changement sans leur aide. Et donc, nous ne contrôlons pas leur destinée, ils contrôlent leur propre destin. Et donc, nous nous sommes beaucoup améliorés à nous assurer que nous-mêmes et les partenaires que nous finançons sont alignés avec la mission, les valeurs et les objectifs généraux. Et nous avons réalisé que la notion la plus importante, c'est leur alignement avec nos valeurs et comment nous pouvons faire en sorte que l'organisation soit soutenue de toutes les manières possibles en termes de son personnel, ses idées, son fonds de finances pour atteindre cette vision et cet objectif. Donc, je crois que nous nous sommes beaucoup améliorés à ce sujet. Ça aide beaucoup d'avoir une période de subvention de 5 ans parce que quand on commence un lien avec une organisation, on aimerait vous donner un soutien sans contrainte et investir dans votre organisation et nous aimerions que vous soyez vraiment honnête avec nous à propos de quelles sont vos forces et vos défis. Leur première réaction sera de nous dire quoi?
ça prend un petit moment avant d'établir cette crédibilité et cette confiance dont on a besoin pour changer la relation. Et je crois qu'une fois que nous avons fait ce processus et que nous sommes sur un échéancier de 5 ans, c'est enlève la pression d'avoir des relations liées sur la productivité de rapport, etc. Et on peut avoir des conversations plus profondes à propos de leur vision pour le monde et comment ils souhaitent implanter des stratégies pour y arriver. Je crois qu'il y a des zones où nous avons beaucoup de travail à faire. Et ça, c'est beaucoup autour de comment on implique nos bénéficiaires dans nos propres structures décisionnelles à l'intérieur des fondations. Donc, nous avons fait beaucoup de travail dans les dernières années en embauchant des personnes du milieu. Je crois que c'est un gros avantage. Et nous avons maintenant un conseil d'administration qui est composé à 50% de femmes, qui est composé aussi à majorité de personnes racisées et de plus de personnes qui sont des leaders du secteur sans but lucratif. Et ça a vraiment transformé notre fondation pour le mieux. Mais nous n'avons pas invité nos partenaires bénéficiaires du financement à devenir des parties intégrantes à notre processus de développement. Ce qui me mène à questionner à qui appartient cette stratégie et comment pouvons-nous nous attendre à ce que quiconque nous suive si nous n'avons pas fait cette co-construction au début. Et si on commence tout juste à faire cette approche en financement participatif, en formant nos propres décisions, nous avons beaucoup de travail à faire. Comme je le disais, c'est un processus, mais c'est un processus que j'espère voir se dérouler plus rapidement parce que en tant que planète et en tant qu'être humain, il semble que nous commencions à sérieusement manquer de temps. Oui, je pourrais partager quelques notions autour de ce sujet. Vous parliez de contrôle et dans une certaine manière, je croirais parfois que moins de contrôle amènerait plus d'impact. Mais en fait, moi, je n'ai aucune leçon à donner à quiconque. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment un processus et nous apprenons au fur et à mesure. Mais de notre côté, nous avons vraiment commencé à tenter d'implanter un changement culturel autour de notre conception des relations grâce à des questions telles que qui sont les porteurs de solutions, qui sont les porteurs collectifs de changement et de transformation sociale, quel est le rôle des fondations dans ces interactions. Et bien sûr, nous pouvons choisir de vraiment soutenir les mouvements en cours ou vraiment, on peut au contraire choisir de questionner qui accompagne quelle initiative. Et donc, en fait, ça mène la question de c'est quoi notre relation autour des résultats, qu'est-ce qui définit ces résultats et à qui ces résultats devraient-ils être attribués. Tout ce type de questions qui lorsqu'elles se déploient, amènent beaucoup d'éléments dans notre organisation qui doivent être réévalués. Parce qu'il y a différents types de pratiques qui peuvent se révéler des obstacles, en fait, à la construction d'une relation philanthropique basée sur la confiance. Et une fois que ces questions sont abordées, il faut ensuite aller plus profondément pour clarifier les valeurs et les attentes au niveau des valeurs, des pratiques, des profils, des analyses. Et on peut réévaluer tous les aspects qui pourraient être porteurs ou non de changement autour de cette construction de confiance, que ce soit dans la formulation des ententes ou dans le code éthique de l'utilisation de nos connaissances ou à la révision de tout notre processus décisionnel, comme Hardy vient de parler au niveau de la gouvernance et avec cette question de qui a le mot final dans le processus. Et il s'agit aussi de maintenir de nombreuses relations avec toutes les parties prenantes et pas seulement les subventionnaires. Donc, pour nous, c'est un élément clé. Nous regardons souvent à des cas spécifiques de personnes bénéficiaires, mais nous devons ouvrir nos considérations à toutes les parties prenantes, donc les syndicats de travailleurs, les leaders commerciaux, qui ne sont peut-être pas financés, mais qui font partie des parties prenantes qui ont leur mot à dire sur la transformation sociale.
À propos des défis, je dirais peut-être deux éléments dont Cathy a déjà un peu parlé. Je dirais que peut-être qu'une de ces deux-là, c'est les voies honorées. C'est toujours un défi sur tous les niveaux de ce sujet. Ensuite, je dirais de donner de plus en plus d'attentes explicites et d'explications entre les partenaires. Souvent, le poids des attentes freine souvent la perception ou it really limits the outreach. Et ça fait beaucoup de poids sur les épaules des fondations. Et donc, je crois que les bénéficiaires de subventions, autant que nos partenaires de financement, doivent être clairs quant à leurs attentes mutuelles. Et ensuite, je dirais qu'une autre grosse chose à questionner, c'est comment donner de la valeur et trouver du temps, des ressources et des conditions pour vraiment être en mesure d'écouter sérieusement et d'entrer en dialogue intentionnel avec toutes ces parties prenantes. Et souvent, ce type de ressources, de temps pour faire ce type de travail, c'est souvent moins priorisé ou moins mis de l'avant dans le type de travail que nous faisons typiquement dans nos organismes. Oui, merci. J'aimerais revenir sur quelques éléments. Jean-Marc, vous avez mentionné la relation avec toutes les parties prenantes et donc on sous-entend pas seulement les bénéficiaires de subventions, mais de se changer ce poids des épaules des bénéficiaires de financement à celle de toutes les parties prenantes parce que nous faisons tous partie de ce système. Et donc, comment construire cette confiance? C'est vraiment une question, comme vous dites, d'être capable d'écouter les voix en présence. Et Cathy, vous êtes peut-être même un pas au-delà de ça, parce que il semble que vous intégriez déjà ces voix dans votre processus décisionnel. Et il me semble constater de vos deux présentations que nous semblons aligner le travail à cette entente tacite commune autour des visions, des missions communes et des valeurs et de revenir un peu à ces bases. Donc, en se disant, OK, si on est aligné sur nos valeurs, voici le financement, on vous fait confiance et prenez les décisions et les devants. On laisse les entreprises et les organisations qu'on finance prendre les devants. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'en prenant conscience que ça prend un très long moment et beaucoup d'actions répétitives avant d'établir une confiance avec qui que ce soit, spécialement avec les partenaires qui n'ont pas fait l'expérience d'un super bon traitement de la part de leurs sponsors dans le passé. Donc, nous devons être super attentifs et explicites à propos du discours que nous avons devant les organisations, puisque nous croyons que ce sont ces dernières qui sont dans la meilleure, qui sont les mieux placées pour choisir leur stratégie ou leur plan d'action. Il faut le dire et le démontrer à chaque reprise, et c'est comme ça qu'on construit la confiance. Et sinon, une autre façon de construire la confiance, encore, c'est de base, mais c'est juste d'être respectueux de leur temps, de leurs ressources, en termes de ce qu'on leur demande, les propositions, les rapports, les visites, les interventions sur le conseil d'administration. Rendez votre présence le plus optionnelle possible. Je parlais avec un groupe philanthropique en Australie la semaine dernière et une des personnes était une organisatrice communautaire et elle disait qu'une de leurs investisseuses avait accueilli une proposition de demande de financement et elle regardait toutes les propositions dans l'entente et elle avait dit à cette fondation, vous allez me donner 15 000 d'argent, vous allez me donner 15 000 à l'issue de cette demande, mais ça va m'en avoir coûté 5 000 pour payer mes employés pour remplir la demande, mais ça vaut pas la peine. Oui, merci Cathy, c'est une bonne intervention. Nous entendons souvent cette critique et j'aime comment vous parlez de ce besoin d'être explicite lorsqu'on dit à nos partenaires qu'on croit qu'ils ont les solutions.
en main et qu'ils sont en mesure, ils ont les expertises en fait pour répondre à ces demandes et donc respecter leur temps et leurs ressources. Et donc la question qui ressort souvent, c'est toute cette notion de redevabilité. Peut-être qu'on pourra s'attarder à cela pour quelques minutes parce que j'entends les questions qui pourraient venir aux esprits des gens parce qu'on peut se demander, OK, mais qu'en est-il de la redevabilité? Comment appliquons-nous cela? Au début de la conférence, sénateur Ratna Amnis a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Elle a dit que la redevabilité, la façon dont nous devenons redevables, c'est en prenant puissance en nos propres outils. Et j'ai trouvé ça intéressant. Pourriez-vous nous parler de comment nous pouvons construire la confiance? C'est une très grande conversation, en fait. Je crois que c'est aussi un des défis, mais j'en ai parlé un peu plus tôt à propos du type de relation que nous avons, et aussi la responsabilisation. Une position que nous prenons et nous ne savons pas où ça nous mènera, mais c'est aussi de distinguer clairement qu'est-ce qui est en notre contrôle, qui est particulièrement pertinent pour soutenir le changement et réaliser notre travail sur un type d'observation et de mesure quant à savoir si nous sommes utiles, pertinents et est-ce que nous soutenons réellement les capacités des personnes que nous cherchons à soutenir et est-ce que nous leur permettons d'atteindre leurs objectifs? Et nous essayons de nous concentrer là-dessus. C'est la première partie. La deuxième, c'est de trouver des façons de soutenir les capacités afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension de leurs habilités à atteindre leurs objectifs plutôt que de leur demander des choses. Et du côté des questions sociales, pour lesquelles nous travaillons tous ensemble pour trouver des solutions autour de la pauvreté, par exemple. Nous avons décidé de ne pas mettre de fardeau sur qui que ce soit nous ou nos partenaires, avec des questions que nous allons devoir attaquer pendant les prochaines années. Il y a beaucoup la question de la pauvreté a beaucoup d'acteurs, mais nous devons changer notre façon de penser pour nous concentrer sur ce qui est réellement dans la capacité de chaque organisme de réussir et essayer de soutenir les capacités à l'ajustement, à l'apprentissage et réessayer si nécessaire à atteindre les objectifs. Je crois que à la fin, si nous sommes capables, c'est le défi, sommes-nous capables d'observer, apprendre et mesurer la valeur ajoutée de ce genre d'approche? Et c'est le défi dans lequel nous nous trouvons maintenant. Nous n'avons pas de réponse précise, mais nous sommes convaincus qu'il y a une façon de trouver une autre définition de la responsabilisation dans cette perspective qui est en harmonie avec tous les parties prenantes. Moins de contrôle, plus d'empowerment et assurément la question de l'affluence. Comment pouvons-nous démontrer cela? J'apprécie beaucoup cette réponse, Jean-Marc. Je ne peux pas souligner assez que la Fondation sur la confiance ne veut pas dire sans résultat, non, aucune mesure. Je suis vraiment pour les mesures. Je n'abandonne pas les données. La différence est dans ce n'est pas votre collecte de données. C'est demander aux organisations comment mesurez-vous votre succès? Comment définissez-vous le succès pour vous et comment évaluez-vous votre progrès dans l'atteinte de vos objectifs? Et de les tenir responsables pour les objectifs qu'eux-mêmes cherchent à atteindre. Je crois que le défi, c'est que beaucoup d'organismes n'ont jamais eu les fonds pour investir dans les stratégies fortes
ou des mesures d'évaluation d'apprentissage afin de pouvoir évaluer leur succès et ajuster le parcours afin d'améliorer leurs résultats. Et c'est pourquoi le renforcement institutionnel est très puissant. Nous leur donnons des fonds, mais particulièrement pour que les organismes puissent investir sur le long terme des stratégies, des opérations telles qu'ils le perçoivent. Donc, si la mesure et l'évaluation dans ces domaines, ils n'ont jamais eu l'occasion d'investir, maintenant ils peuvent le faire. Ils peuvent renforcer leurs fonctions pour eux-mêmes. Merci, Cathy. Nous avons des questions qui proviennent du clavardage. Je vais y porter attention avant de revenir parce que ça touche avec la responsabilisation. Nancy Paul a mentionné que la responsabilisation fonctionne d'un côté comme de l'autre. Pouvez-vous parler au-delà des notions traditionnelles de la responsabilisation du conseil d'administration? Pouvez-vous parler de ce genre de relation? You want to go ahead, Cathy? Or? Tu veux commencer, Cathy? That's a really hard question. Are you sure? C'est une question très difficile. Est-ce que tu ne veux pas commencer, peut-être? Since our resources are for Puisque collective. nos ressources sont pour usage collectif, nous avons nécessairement une responsabilité d'agir ainsi, non seulement pour nos bénéficiaires, mais tous les acteurs. Et cette responsabilisation touche à beaucoup d'aspects de l'organisme. La question est plutôt autour du déploiement de toutes les ressources pour le but pour lequel nous travaillons. Et ça touche aux investissements, ressources humaines et bien sûr le type d'utilité, de pertinence que nous soutenons à travers nos mandats, le soutien que nous donnons. Et je crois que nous n'avons pas de réponse précise, mais nous travaillons dans cette direction afin de trouver des façons d'apporter des perspectives, toujours dans la perspective d'apprentissage. Je crois que la responsabilisation est une question peut-être que c'est une question de traduction, d'adaptation, mais en français, ce serait plus une question administrative de la question et aussi un aspect politique et administratif. Et ce genre de perspectives dans ces observations et mesures sont parfois confondantes et nous essayons de trouver des façons d'apporter cette information dans le processus qui amène des conversations de façon continue pour l'apprentissage et le processus d'ajustement également. Nous devons certainement, on vient juste d'entamer, ce n'est même pas un rapport annuel, mais nous visons ce genre de perspective afin de démontrer de l'action cohésive, harmonisée par rapport au déploiement de l'organisme. La raison pour laquelle je faisais une blague sur la difficulté de la question, c'est parce que je crois que ça va vraiment au cœur de l'existence de la philanthropie. C'est une question difficile. Nous sommes des institutions qui n'existent uniquement à cause de l'amas de richesse. Nos conseils peuvent être des espaces très fermés, surtout composés d'un type d'élite ou d'un autre. Et pourtant, nous avons tous une mission profondément sociale, que ce soit autour des services sociaux, de la préservation environnementale, l'art, les sciences, le pouvoir. Nous avons tous au cœur de l'amélioration de l'humanité, la préservation de la planète, que nous partageons tous. Donc, comment pouvons-nous chercher la responsabilisation au-delà de nos conseils d'administration? Comment cela se traduit-il? Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse, mais je dirais
De qui cherchez-vous de la rétroaction? Qui impliquez-vous dans vos processus décisionnels? Et est-ce que ces groupes reflètent les communautés et les personnes que vous essayez de servir, de soutenir? Si ce n'est pas le cas, je crois que vous avez un problème de responsabilité. Great, thanks for that. Excellent, merci beaucoup, Cathy et Jean-Marc. So Nancy, feel free to. Nancy, vous pouvez nous signaler dans la bulle de clavardage si ça a répondu à votre question. Quelques éléments qui ont été mentionnés, surtout au niveau des relations, les façons dont la responsabilisation est mitigée, c'est quand on commence à développer ces relations de confiance, parce que quand il y a cette confiance, c'est en quelque sorte, il y a possibilité d'utiliser ces relations plutôt que la responsabilisation. Donc, je crois que c'est un élément très valide. J'ai beaucoup aimé aussi, Cathy, quand tu as dit il n'y a pas nécessairement de données mesurables, mais c'est surtout à propos des perspectives. J'étais à l'OBNL, la conférence des OBNL de l'Ontario il y a quelques semaines, et un des conférenciers disait, elle a dit, il y a un danger persistant de la façon dont on se positionne parce que nous nous positionnons de façon à dire que nous avons les réponses dans ce mouvement. Et on a la possibilité de dire, voici comment ça sera fait et comment les bénéficiaires sont censés être, les résultats escomptés et la façon dont ils doivent faire les choses. Donc, c'est un exemple, mais c'est très important pour nous de garder en tête que nous devons faire le travail à partir de leur perspective et faire ce changement de dynamique. Donc, je crois qu'il y a une question. Bonjour, Elana. Est-ce que ce serait possible de parler de la façon dont vous avez construit des relations fondées sur la confiance avec les organismes et non seulement avec les directeurs généraux d'une organisation? Si on regarde à la philanthropie, il y a souvent un désir d'investir et d'avoir confiance dans les leaders. I can go first on that, and it's such a Je peux good. commencer sur ce sujet. Je crois que c'est une excellente observation. Non seulement dans la philanthropie en général, on gravite vers les leaders, ce sont eux qui peuvent ramasser les fonds. Et bien sûr, nous avons tous vu ce qui arrive quand un leader s'en va ou quand un leader prend sa retraite ou refuse même de prendre sa retraite. Il y a un genre de scandale qui perturbe le leadership, qui peut être vraiment dangereux pour ces organismes. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Dans le programme Ford, nous devons construire des institutions et des réseaux et non pas des leaders. Donc, nous essayons de faire quelque chose. D'abord, nous essayons de bien connaître les organismes au-delà de leurs leaders et même au-delà du conseil d'administration. Fréquemment, nous aimons beaucoup avoir des gens qui sont de l'administration, rencontrer le personnel. On peut en dire beaucoup sur un organisme en regardant qui parle dans la réunion, qui est à l'aise de prendre la parole. Donc, pour nous, c'est un genre d'élément de mesure. On demande et on s'attend à apprendre à connaître un groupe plus large de personnes au sein de l'organisme. J'aimerais également faire écho à cette réponse et le style de leadership. La capacité à travailler en collaboration de la part du leadership mitige le risque. Je suis d'accord avec la réponse de Cathy. Je pense que c'est là où il est important d'investir dans les relations. C'est important de construire ce genre de leadership. Est-ce que tu es d'accord? Nous avons une question de ICAM. Comment pouvons-nous normaliser la co-conception de notre travail avec les bénéficiaires
une consultation plus profonde sur les solutions particulières qui pourraient avoir un effet en pleine crise. Une autre très bonne question. Je ne sais pas s'il y a une réponse précise à cela. Mais d'abord, je ne sais pas si c'est un résultat de la traduction, mais nous avons tendance à séparer, de nous séparer du vocabulaire de la consultation. C'est peut-être un peu perçu en réalité comme instrumental au travail de ceux que nous consultons, de celui qui consulte. Nous essayons différentes avenues. Avant, les gens nous envoient, Intention, I would call them intention letter. je dirais des lettres d'intention aux alentours de 500 mots par rapport à leurs préoccupations. Et ils regardent leur vision, leur mission, leurs valeurs, et ils aimeraient vraiment travailler sur... et ça commence un processus que nous appelons le processus de dialogue avant tout type de subvention. Nous les aidons dans cette phase, mais nous ne sommes pas vraiment encore à l'étape de long terme au niveau des perspectives, mais plus d'engager la conversation qui peut durer de 6 à 18 mois, même 2 ans. Et souvent, c'est un moment où pour ces groupes, c'est aussi le temps d'avoir une meilleure définition, une meilleure idée de leur projet, vision et tout. C'est un moment où nous devons être à leur côté dans leur cheminement, essayer de les comprendre en même temps et de les soutenir dans ce qu'ils ont besoin de faire pour atteindre plus de clarté sur comment la prochaine phase se traduit, leur donner de l'information également. Et on s'informe aussi sur ce qui est le climat sur le terrain. C'est une avenue, mais il y a plusieurs réponses possibles. Ikem, I really want to thank you for the question. Ikem, je veux vraiment te remercier pour la question. Je crois qu'il y a plusieurs suggestions qui peuvent être essayées pour normaliser la co-conception. Je crois que c'est une valeur qui est au cœur de ce qu'on fait et je reconnais que c'est très difficile à faire parce que les organismes et leurs leaders sont très occupés. Ils ont souvent plusieurs autres éléments pressants sur comment répartir les fonds. Ils essaient de changer le monde et on ne veut pas les retirer de ces tâches. Mais il faut aussi les écouter et recevoir leurs commentaires et co-concevoir des programmes significatifs et du financement et tout ça. Donc, quelque chose que vous pouvez essayer, ce serait penser à qui vous impliquez dans cet organisme. Ça peut être une possibilité de développement extraordinaire pour quelqu'un qui vient de commencer au sein de l'organisme et aussi la façon dont vous invitez la rétroaction et l'engagement, que ce soit des comités consultatifs, des groupes de co-conception, des groupes d'analyse pour les bénéficiaires. Si vous pouvez leur apporter des commentaires de la rétroaction. Il y a plusieurs façons que vous pouvez accueillir les gens. Mais c'est important de toujours en faire quelque chose d'optionnel, leur donner la possibilité de dire « on ne peut pas maintenant ». Et enfin, de payer les gens pour le temps. Le volume d'efforts non rémunérés est inconcevable. Et chaque fois qu'on leur demande leur avis, leur expertise, leur sagesse, nous devrions reconnaître qu'il y a un coût relié à ce qu'ils nous apportent et nous devrions les rémunérer pour leur temps. J'ajouterais peut-être, puisque je me
concentre particulièrement sur mon anglais boiteux. J'aimerais juste apporter une précaution au niveau de la co-conception. Dans quelle mesure sommes-nous copilotes dans ce travail? Dans quelle mesure la Fondation prend trop d'espace dans l'espace co? Donc, c'est une question qui doit aussi être mise sur la table. Merci beaucoup. De très bons points. Je veux simplement récapituler quelque chose au niveau du processus du dialogue. Je crois que c'était vraiment très important de les accompagner. Cathy, 3 choses que tu as mentionnées m'ont fait réfléchir quand tu parles de... J'aime l'idée de qui d'autre dans l'organisme pouvons-nous impliquer et inviter et recevoir de la rétroaction et de toujours rendre la chose optionnelle. C'est en rapport avec la dynamique de pouvoir, leur donner la possibilité de dire non et ça ramène à toute la notion de confiance. Si on a la confiance, c'est bien, mais c'est transactionnel, c'est difficile de dire non à un financier. Et c'est une raison de plus pourquoi nous devons en être conscients et payer les gens pour leur temps. On pense souvent à, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me vient en tête facilement. Normalement, si c'était une personne plus jeune, c'est important de payer tout le monde, de rémunérer tout le monde pour leur temps et de leur montrer du respect. Je crois que leur rétroaction est extrêmement valable et ça me tient à cœur. Je suis persuadée qu'il y a d'autres idées que les gens pourront partager et apporter. Monique Moreau demande aussi, est-ce que c'est paternaliste d'encourager un organisme à renforcer leur gouvernance institutionnelle? Est-ce que les organismes sont généralement au courant qu'ils doivent renforcer ce point s'ils n'ont jamais eu de temps, argent et ressources? Si ce n'est pas un besoin et que c'est quelque chose qui est avancé par les financiers, je crois que c'est questionnable. L'expérience que nous avons, c'est que nous avons récemment fait une évaluation et en fait, de l'une des 30 initiatives que nous soutenons à l'heure actuelle, le type de demande, vous avez raison, ils savent ce dont ils ont besoin pour passer au palier supérieur. La question est, est-ce que nous les écoutons, est-ce que nous les soutenons? Et nous avons une preuve tangible. Ils ont demandé 4 types de capacités générales autour d'actions collectives et ils ont besoin de soutien et de temps pour y arriver. Et toutes les politiques au niveau de la communication, et etc., est un élément énorme de ce qu'ils demandent. Les évaluations, les processus d'apprentissage aussi. Et je crois qu'il m'en manquait un, mais essentiellement, c'est à travers la pratique que nous avons découvert que vous avez raison. Ils savaient ce dont ils avaient besoin. Ils l'ont tout simplement demandé et nous étions ouverts à les soutenir. Mais si on pousse une capacité particulière pour tout le monde, c'est effectivement problématique. Je suis très d'accord. Un des critères que nous avons pour tous nos bénéficiaires partenaires, c'est qu'ils prennent une évaluation dans la première année du programme pour identifier leurs forces et priorités. Et ensuite, on leur demande simplement de nous le dire. Dites-nous ce dont vous avez besoin et combien vous avez besoin au niveau du financement. Nous sommes ouverts. C'est presque inédit d'un organisme de nous dire « Ah, ça va, il n'y a pas de problème, on a des forces partout. » Et je ne sais pas si je ferai confiance à cette réponse de toute façon parce que chacun d'entre nous pourrait nommer au moins 5 choses dans nos organismes maintenant pour lesquelles nous aimerions avoir du financement et du temps pour améliorer.
Mais si on essaie de le forcer ou de suggérer fortement, dans mon expérience, ça n'apporte pas du changement juste parce qu'on leur donne du financement. Ils doivent vraiment vouloir ce changement, le reconnaître, de le voir par eux-mêmes. Cela dit, nous offrons du soutien technique supplémentaire. C'est toujours optionnel. Donc, maintenant, nous en avons 3 autour de la résilience financière, la diversification, autour du développement du leadership pour les femmes, surtout dans le Sud, et ensuite en cybersécurité, la sécurité cybernétique. C'est optionnel, ce n'est pas tout le monde qui y adhère, environ un tiers le font, mais ce sont des domaines qui sont très communs en fait parmi les organismes. Donc, nous avons décidé de leur offrir cela en supplément. Thanks so much, Kathy and Jean. Merci beaucoup, Cathy et Jean-Marc. Je n'arrive pas à croire à quel point le temps file. Je vais vous demander 2 questions, une chacun. Rapidement, Jean-Marc. Merci beaucoup pour la question, Monique. Nancy demande si Jean-Marc pouvait partager comment ce changement vers la confiance a eu une incidence sur la façon de penser de la Fondation au niveau de la capacité d'influence. Comment ça a affecté votre façon de penser? Et Cathy, ensuite, tu as soulevé la question d'apporter les organismes à but non lucratif au conseil d'administration afin d'aider au processus de décision. Parce que la philanthropie fondée sur la confiance vit un changement de pouvoir. Comment pouvons-nous aider cela? Surtout au niveau de l'idée d'équité, que ce soit au niveau du gouvernement et tout ça. Comment est-ce que ça se traduit concrètement pour vous? Quels ont été les résultats? Il y a beaucoup de fondations qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Ce serait bien d'entendre les réponses pour ces 2 questions. D'abord, merci pour toutes ces questions. C'est très stimulant et génial. Pour cette question en particulier, c'est un énorme impact qui nous a amené dans un genre de réflexion très profonde dans ce contexte. Depuis les 2-3 dernières années, nous sommes encore en train de définir cela plus précisément. Nous parlons particulièrement, si je comprends bien, de l'influence organisationnelle et non du type de soutien qui est donné à d'autres organismes qui font ce genre de travail. Et du côté organisationnel de la question, ça ramène à ce que j'ai dit plus tôt. Ce n'est pas à propos de nous. On ne devrait pas être au front. On devrait essayer de toutes les façons possibles avant de soutenir les autres, de les amener où ils veulent être proches de leurs besoins et de leurs capacités et garder une crédibilité et légitimité de faire ce travail en tant que fondation. Je crois que c'est la première idée. Et d'autres façons, si nous devons jouer un rôle directement dans cette perspective de confiance, nous voyons notre rôle davantage en tant que relayeur de société civile et de leurs enjeux pour ceux qui sont les plus vulnérables. Nous ne voulons pas les représenter et parler pour eux en même temps. C'est une question d'harmoniser le travail autour de diffuser les capacités autour de ces problématiques. Et si on nous demande d'en parler plus, à ce moment-là, c'est à nous d'inviter d'autres groupes afin de s'assurer que les voix marginalisées ne soient pas tues.
Et c'est un défi pour énormément de leaders décisionnels. Et ensuite, il faut essayer aussi autant que possible de rassembler les capacités plutôt que de prendre position. Je crois qu'il est plus important de jouer un rôle qui peut être d'une certaine façon un peu neutre autour de certains enjeux, mais également avoir cette capacité de dialogue et de voir quelles actions peuvent être prises par différents acteurs. À la fin, si réellement quelque chose se passe dans notre écosystème qui est particulièrement menaçant face à nos valeurs clés et notre mission, nous ne sommes pas les seuls là-dedans non plus, bien sûr. Nous devons faire quelque chose à propos de cela. Encore, la première action que nous essayons de faire, c'est de trouver des solutions avec d'autres, comme nous avons fait à Québec en 2015 pour la Fondation québécoise contre les inégalités. Nous avons pris une position publique sur certaines décisions budgétaires qui avaient été prises à l'époque au Québec. Parfois, nous devons faire une sortie, et parfois même seuls, mais ça devrait être des exceptions. On devrait essayer de soutenir, relayer et consulter les gens autour de ces questions. Cathy, il reste environ 1 minute. Si tu peux donner des commentaires. La question du changement du pouvoir est une question très profonde. Il y a beaucoup de façons de le faire, mais ce que je dirais aux leaders des fondations, si vous voulez vraiment changer la façon dont les décisions sont prises dans votre institution, changez votre conseil. C'est là où la responsabilisation se trouve et là où les décisions par rapport à la répartition monétaire se fait. Je parlais hier au président d'une fondation énorme que je ne nommerai pas, mais qui a donné des millions de dollars. J'ai regardé leur conseil et il y avait une seule personne de couleur. Et cette personne est également la seule personne qui s'occupe d'un OBNL. Et je me dis, en 2020-2021, comment cela... Vous voyez, j'ai déjà dit 2021, ça a été une année tellement misérable. Je suis déjà à l'année prochaine. Mais quelle position difficile de placer cette personne responsable d'une OBNL seule sur ce conseil. Je crois qu'il est critique de créer un conseil d'administration qui n'a pas seulement l'expertise juridique ou économique ou des relations familiales avec d'autres personnes dans la compagnie, mais qui a aussi l'expérience sur le terrain vraiment profonde et réelle par rapport aux problématiques que vous essayez de relever. Et si le conseil d'administration ne reflète pas les communautés que vous essayez de soutenir, ça ne vous mènera pas aux meilleures décisions, n'est-ce pas? Donc, au conseil, nous avons une expérience, des gens d'expérience extraordinaires au niveau des OBNL et ils partagent un pouvoir égal de ces gestionnaires de grandes industries, ces grands universitaires, et ça fait toute la différence. Merci beaucoup, Cathy, Jean-Marc. C'était fantastique de vous avoir tous les deux partagé vos expériences et je veux remercier tout le monde dans l'auditoire qui ont participé. Tim, si tu veux peut-être clore. Oui, j'aimerais apporter l'attention à tout le monde pour le chat. Nous allons avoir un sondage sur votre expérience si vous voulez y répondre. Je veux aussi rappeler à tout le monde que la prochaine session avec Susan Phillips et Jean Fontaine et Justin Weeb de la Fondation Mastercard commence environ dans 15 minutes. Et enfin, je veux sincèrement remercier Jean-Marc, Cathy et Artie pour cette discussion fantastique. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Au revoir.